Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Biz. Et Biz, je veux qu'on continue de parler de Naufrage, roman qui est écrit justement à la première personne du singulier. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou ça a été plus facile parce que tu as pu mettre des mots dans la bouche de Frédéric? Oui. Je me rends compte que mes 4 livres sont écrits au jeu et mettent en scène 4 personnages différents. Donc, ça confirme ce que disait Rimbaud, « je est un autre ». Puis c'est vrai que à chaque histoire, le jeu est... Pour moi, ce que je me rends compte, ce que ça me permet de faire, c'est d'entrer dans la tête du personnage. On est vraiment avec le personnage de Frédéric tout le long. C'est son point de vue qu'on a, comme une caméra à l'épaule ou une caméra subjective. On n'a pas accès à ce que pensent les personnages si lui, il n'est pas dans la pièce ou s'il n'est pas... Donc, on est vraiment avec lui tout le temps. Pour un livre, je trouve ça payant parce que, justement, ça permet des réflexions intérieures, des monologues intérieurs, ça permet de dire comment il se sent, ça permet c'est ça, d'être plus près de l'action, en fait, surtout quand il y a un drame. Moi, effectivement, quand j'écrivais, je trouvais ça plus impliquant aussi comme écrivain. Je pense que ça a comme le même effet chez le lecteur aussi. Et l'idée du roman, est-ce que ça t'est venu comment? C'est un fait divers dont on taira la teneur pour pas révéler le punch, l'enjeu. Mais c'est un fait divers qui est arrivé à Montréal il y a quelques années, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Et moi, quand c'était arrivé, ça, je me rappelle que j'avais eu beaucoup d'empathie pour le type à qui c'était arrivé, que je me disais que je voulais le prendre dans mes bras, alors que tout le monde le jugeait, tout le monde avait un avis. Il était en instance de procès, donc sa vie, en fait, s'écroulait complètement. Et je pense que tout ce qu'il aurait eu besoin, c'est de l'amour et du soutien, alors que c'est pas tout à fait ça qu'il y avait dans l'espace public. Ça m'a justement permis des réflexions sur les réseaux sociaux, comment on peut être insensible, dur, incivique même sur les réseaux sociaux. On juge en 140 caractères alors qu'on connaît rien des tenants et aboutissants d'une histoire. La radio aussi commerciale? La radio, toutes les radios, en fait, parce que le personnage, dans sa vie de fonctionnaire, va au bureau, revient à la maison, donc le matin, il écoute la radio, le soir, il écoute la radio. C'est jamais le même poste, c'est toujours dit à la radio, les animateurs, à la radio, la madame de la météo, à la radio, mais c'est pour démontrer que ça finit par formater une pensée quand t'es pris dans le trafic, puis c'est juste ça que tu peux entendre. Puis t'arrives au bureau, puis les gens ont écouté la même chose que toi, ben ça finit par faire une communauté de pensée plus ou moins unique, en fait, ou en tout cas, je dis pas que ça formate la pensée, la radio, mais ça conforte ta pensée, en tout cas, ça, c'est certain. Et donc, c'est un bon prétexte pour moi de parler de ça aussi. Au début, le personnage est spectateur, donc il écoute la radio, puis à la fin, après le drame, il en est l'acteur, le protagoniste. On parle de lui à la radio. Et là, il y a un autre point de vue, évidemment. Est-ce qu'il a fallu que tu fasses beaucoup de recherches pour ce roman-là? Oui, j'ai fait, comme en fait, plusieurs de mes romans, voire tous mes romans. Il faut, à mon avis, quand on campe une histoire dans le réel, là, à moins d'être dans le fantastique, mais même dans le fantastique, mettons comme Game of Thrones, ça prend de la vraisemblance. À partir du moment où tu as un cadre établi, tu peux dire qu'il y a des dragons qui volent, mais si du jour au lendemain, les gens peuvent devenir invisibles alors que ça fait pas partie du cadre, ben là, c'est déstructuré, tu comprends? Donc, moi, dans mon cadre, c'est important que, par exemple, si le protagoniste est accusé d'un crime, ben quand les policiers viennent rencontrer, c'est important que la procédure policière elle soit vraisemblable, que ça soit axé sur le réel. Si on doit aller à l'hôpital, c'est important que le protocole hospitalier soit respecté. Donc, j'ai demandé l'avis d'un avocat spécialiste en droit criminel et d'une professeure en technique ambulancière qui m'a fait recorriger tout mon chapitre pour ce qui est de l'hôpital et du protocole ambulancier aussi. Comment réagissent ces gens-là quand tu les approches pour avoir de l'aide? Ben, eux autres, les deux ont été excellents. Je les ai remerciés dans le livre. Je les ai invités au lancement aussi parce qu'ils ont, moi, je leur ai dit, je vous demande pas votre avis, là, en tant que lecteur, je vous le demande en tant que professionnel. Moi, je vous décris une situation. Voici, il y a un type, telle situation, il est accusé au criminel de tel chef d'accusation. Toi, comme avocat, qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses possibles? Est-ce qu'il peut être défendu, pas défendu? Est-ce qu'il va avoir un procès? Est-ce qu'il va avoir des accusations de déposer? Qu'est-ce qui peut se passer?
Puis là, il me dit, ben, en fonction de ça, il peut se passer ça, ça, ça ou ça. Puis là, moi, je lui dis, ben, je veux qu'il y ait un procès ou je veux pas qu'il y ait de procès parce que s'il y a un procès, ça prend trop de temps, ça dure trop longtemps. S'il y a un procès, bon, ça va tout de suite en procès. L'histoire est tout de suite terminée. Donc, moi, je lui dis, en fonction de mon arc dramatique, qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive puis qu'est-ce qui est possible qu'il arrive. Même chose pour ce qui est de l'ambulance ou de l'hôpital. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on rencontre le médecin d'abord? Est-ce que le médecin nous invite à constater le décès d'une personne ou alors il nous laisse en dehors de la salle puis vient nous l'apprendre? Il y avait des anciens protocoles, maintenant il y a des nouveaux protocoles. Donc pour moi, j'ai tout validé ça. Ils agissent en tant qu'experts, en fait. C'est vraiment des experts qui disent, ben nous, on fait pas ça comme ça ou ça se passerait pas comme ça. Là, il faudrait que tu prévois que quand on prend l'ambulance, ben il y a l'ambulancier qui conduit, qui annonce à l'ambulancier derrière qui est avec le passager que il va tourner ou il va freiner pour le prévenir de stabiliser un peu le passager. Donc, il lui indique à l'avance les manœuvres qu'il va faire. Moi, je savais pas ça du tout, j'ai jamais pris l'ambulance. Donc, c'est des détails comme ça qui font qu'en bout de ligne, le livre est vraisemblable et que s'il y a des médecins, des infirmières, s'il y a des avocats ou des juristes qui vont lire le livre, ils vont dire, ben c'est vrai, ça se passe de même. Parce que si tu comptes une menterie une fois au lecteur, il n'a plus confiance après en toi puis il croit plus ce que tu lui dis. Et t'es quel genre d'auteur? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui va écrire à tous les jours ou t'écris quand l'inspiration te vient ou en période d'écriture? J'écris, encore une fois, pour citer Flaubert, il a déjà dit « Mon livre est terminé, il ne reste qu'à l'écrire. » Et donc, mon livre, celui-là a pris 2 ans à écrire, 1 an et demi à peu près, il m'habite pendant cette année et demie-là ou ces 2 ans-là totalement. J'y pense à chaque fois que je m'endors. Et quand j'ai un problème au niveau, mettons, d'un personnage, de la vraisemblance d'une action qui est bloquée, je m'endors là-dessus. Puis au réveil, il y a des choses qui se mettent en place. Donc... je lis, mettons, je peux lire des dossiers des jugements sur la négligence criminelle. Ça va alimenter je vais sur Internet. Internet, c'est vraiment le meilleur ami des écrivains, là. À un moment donné, mon personnage, s'en va à Cuba vers la fin. Je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé la carte de la Havane, je me suis documenté, tu sais, bon, pour nommer les noms de rues, tu sais, donc pour qu'on puisse y être pour vrai, pour que quelqu'un qui soit allé y croit vraiment. Donc, il y a de la recherche à faire, mais il y a aussi, évidemment, de l'écriture, là. C'est sûr que tu peux pas te permettre de jongler avec une histoire dans ta tête tout le temps. J'essaie effectivement mais quand une histoire est bonne, là, c'est comme un accouchement, là. Tu la portes en toi pendant des mois ou des années. Puis à un moment donné, bon, faut que tu pousses pour la faire sortir, là. C'est souffrant, c'est du travail, mais c'est vraiment du travail. C'est comme le travail obstétrique. Il faut que tu pousses. Puis il faut pas que tu arrêtes en plein milieu. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand le bébé est engagé dans le col, tu peux pas dire, oh, finalement, non, ça me tente plus. Ou, à un moment donné, il est rendu trop tard. Puis moi, c'était ça quand j'ai été souvent démotivé pour écrire le livre. Puis, ah oui? Ouais, parce que je savais plus trop où ça s'en allait. Je savais plus si c'était bon. Je savais plus. Tu sais, on doute beaucoup. Puis la madame à qui j'achetais mon café, elle m'a beaucoup encouragé aussi. Elle me disait, là, puis comment ça va le livre? Là? Lâche pas. Puis là, j'achetais du café, je buvais un café, puis je retournais. Tu sais, puis là, je lui expliquais des fois les problèmes que j'avais. Donc, je l'ai remercié dans le livre aussi. Puis c'est souvent, on est seul avec soi-même. Puis moi, heureusement, j'ai un bon éditeur. Là, je travaille beaucoup avec Jean Barbe sur la structure, notamment. Il m'a, à un moment donné, c'est un détail, mais le drame, après le drame, il m'a fait mettre tout le texte au présent. Alors qu'au début du livre, tout est à l'imparfait et au passé composé. Donc, encore là, au niveau de la caméra, ce que ça fait, le présent, ça ralentit. C'est comme si on est englué dans le drame, dans le quotidien, dans le malheur. Le personnage, au début, a beaucoup de réflexions sur la société qui l'entoure. Dans la deuxième partie, c'est surtout des perceptions. Donc, il n'est plus en mesure de réfléchir parce que son cerveau est complètement disjoncté. Alors, il perçoit le réel, il perçoit les odeurs, les sons, les textures de façon hyper réelle, mais il n'est plus capable de réfléchir à ce que ça veut dire. Et est-ce que tu écris dans le silence ou ça te prend de la musique? Des fois, j'écris souvent avec Radio Ibiza, du trance, là, de la musique instrumentale assez énergétique, je peux dire. Qui me donne de l'énergie, mais qui me donne aussi qui devient un peu hypnotisante, puis qui m'embarque dans une espèce de mouvement proactif, puis vers l'avant, là, comme un train. Puis à ce moment-là, ça me donne un peu d'énergie pour écrire, mais des fois, c'est dans le silence complet aussi. Mais souvent avec de la musique techno aussi. Est-ce que tu es capable de lire des livres en période d'écriture? Oui. Ah oui? Ah oui.
Oui, oui. Lire, je lis des livres, j'en lis tout le temps, là. Ça peut être des livres spécifiquement pour de la recherche, là, mais ça peut être aussi des romans pour prendre des notes au niveau du style, de la technique narrative, de la façon de raconter l'histoire. Pour moi, c'est toujours bon de lire. Ouais. Si tu me permets, Biz, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Très bien.